t'inquiète. Regarde, moi je suis dedans depuis 2 semaines là. Salut tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Vous avez entendu Charlotte est là à nouveau avec moi, round of applause. Hello, 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 hello. Alors Charlotte est à nouveau avec nous aujourd'hui parce que le sujet avec lequel je viens, donc l'honneur, vient d'une discussion que j'ai eue avec elle. Ouais, non mais plus, moi, un vocal de façon unilatérale à 23h30 parce que j'avais regardé Tokyo Vice et du coup ça m'est venu, donc voilà. C'est cadeau, c'est royalty free. Et en fait, vu qu'on a chacune notre podcast, donc allez checker le sien, c'est Dreamcore Station, je mets toujours le lien en description. L'avantage, c'est que vu qu'on a des podcasts avec des DA différentes, quand l'une ou l'autre a une idée qui rentre pas forcément dans la DA de son propre podcast, on peut la porter sur l'autre podcast de sa pote. Dans la veille, parce que moi, c'est la folie avec toi. Voilà, et donc du coup, c'est toujours fun times. Donc on va parler d'un sujet, comment dire, à peu près sérieux, mais toujours avec bonne humeur et de l'humour. Donc du coup, moi, j'ai divisé l'abord de ce sujet-là en 3 parties. Pour que ce soit un peu digeste. Donc on va faire un tout petit peu, moi j'aime bien remonter un petit peu aux origines et avoir un petit peu, toujours une partie un peu historique. Donc on va faire une première partie sur l'évolution en fait de la notion de l'honneur à travers les époques, les cultures jusqu'à notre époque et aux élections qui sont récemment passées. Passons. Deuxième partie, on va parler du rôle de l'honneur dans les codes de la chevalerie et des autres sociétés aristocratiques, donc notamment les samouraïs, et c'est là que Charlotte aussi interviendra notamment parce qu'elle a une connaissance de la culture japonaise ou asiatique plus... Un intérêt, voilà, plus poussé que moi. Et enfin, en troisième partie, j'espère que vous serez encore avec nous, parce que ce sera la partie un peu la plus fun, parce qu'on va déchaîner les opinions. On va parler quels sont les défis modernes de l'honneur, comment ils se manifestent aujourd'hui, et là, comment vous dire que la bibliothèque sera ouverte. Non mais c'est ça, parce que moi je suis en PMS, donc je peux te dire, le patriarcat, il a intérêt à courir vite. Il a intérêt à courir très vite, et j'espère d'ailleurs que vous avez bien écouté mon podcast précédent sur les règles, parce que le patriarcat et les règles sont liés. Voilà, je vous tease ça, je vous invite, je vous remets le lien quelque part. Allez voir aussi, parce que les deux, je trouve, avec le patriarcat dans le mix, on s'ennuie pas. Mais désolée d'en parler à chaque fois du patriarcat, mais vraiment ça fait tellement de partie de la société que il est partout. Il faut qu'on l'expose en fait, faut qu'on l'expose, c'est tout, c'est comme ça, il faut qu'on en parle, sinon ça sera jamais déconstruit. Ouais, c'est vraiment insidieux en plus à certains endroits, donc... Jusque dans des trucs qu'on pensait pas. Ok, donc Charlotte, t'es prête du coup. Moi je vais vous donner juste la définition un peu classique de l'honneur, sachant que c'est pas... qu'est-ce que tu en penses aussi. Et même ce que j'en pense aussi, et après je passerai un petit moment la parole à Charlotte qui a des choses très intéressantes à dire. Prenez un calepin et un stylo les amis. Donc pour moi en fait l'honneur à titre personnel, je m'en suis rendu compte en fait justement après le vocal de Charlotte, c'est que même si j'ai une vision où j'observe bien où se positionne le patriarcat et que je rejoins Charlotte sur beaucoup de ces points, moi j'ai aussi en parallèle, ça fait partie de mes paradoxes, une vision beaucoup plus romantique et utopique de l'honneur avec les chevaliers que j'affectionne moi personnellement. J'aime bien l'archétype du chevalier, son honneur, sa dignité, c'est un archétype qui me parle. Voilà, je suis une femme blanche hétéro. Sorry, I'm weak. She's weak. So weak. Un de mes films préférés, c'est littéralement Chevalier avec Heath Ledger, qui en anglais s'appelle A Knight's Tale, donc le conte du chevalier, donc c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, il y a le chevalier. Donc ça, c'est mon abord très rapidement de l'honneur, donc ça va être ma position tout le long du podcast. Ensuite, la définition un peu plus classique qu'on va trouver sur le World Wide Web, c'est que l'honneur est souvent lié en fait à la réputation, à la vertu et à l'accomplissement d'actes dignes de respect. Même ça serait bien de le définir, hein, les gars. Et que c'est aussi étroitement lié à la notion de timé, donc je vous l'écris à l'écran, c'est le respect en fait et la valeur personnelle en Grèce. Voilà, et ensuite, du coup, Charlotte, c'est quoi pour toi l'honneur? Et bah du coup, moi je suis partie, moi j'ai pas énormément j'ai pas cette vision romantique de la chose, on va dire que je l'ai eu un petit peu également quand même, parce que pareil, moi, mes Playmobil c'était des chevaliers, j'avais un dragon, des chevaux et tout, et c'était plus et je me souviens vraiment jouer avec mon père à des combats comme ça de chevaliers contre dragons, ou avec le dragon qui aidait à prendre le château, enfin voilà. Il y avait tout ça, donc à la fois je te rejoins dessus,
Mais je pense que petit à petit, en fait, je me suis trop fait gaslighter pour aucune raison. Et du coup, ça m'a amené à reconsidérer plein de... pas que des valeurs, mais ce qui est considéré comme des vertus, comme des choses pour se... Enfin, ou des concepts pour se positionner un petit peu au-dessus des autres, ou des codes moraux comme ça. Et du coup, l'honneur, il a pris cher à ce moment-là. Donc moi aussi, j'ai trouvé une définition chez Larousse, basique, qui est l'honneur, donc un ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Et du coup, moi c'est bien, dès l'ouverture, on sent les masculinités fragiles qui tremblent dans le fond. Lâchez un pouce si vous l'avez senti aussi. Non mais c'est ça, parce que en fait, je trouve que cette définition, elle représente vraiment très très bien la problématique que j'ai avec le concept d'honneur. C'est qu'elle est liée à et l'estime de soi et celle qu'autrui nous porte. Sous-entendu, celle qu'on pense qu'autrui nous porte ou nous doit ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment très pertinent. Bon, bien sûr, je comprends que l'estime de soi, il y a plein de problématiques de confiance en soi, de personnes qui se sont fait abuser aussi. Moi, je parle pas forcément de cette estime de soi-là qui est bafouée et qui essaie de se reconstruire. Moi, je parle plutôt de quelqu'un qui... dont l'estime de soi est plus gonflée en fait et un petit peu trop artificielle. Pas forcément artificielle, mais qui l'amplifie et qui se dit non mais voilà, pour avancer moi dans la vie, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une bonne... Enfin voilà, c'est pour ça que je parlais de masculinité fragile. Donc voilà. Et celle qu'autrui nous porte, du coup, d'être vraiment très attentif aussi au regard des autres, du coup. Alors moi, j'en ai rien à faire. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à un petit peu comprendre parce que c'est vrai que je me sens pas hyper concernée. Mais il y a ce côté de un petit peu presque d'honneur performatif, en fait, de people pleasing. Ouais, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, la pertinence de l'honneur, en fait, finalement, elle est quand même là, quoi. En fait, voilà, quoi, c'est à la fois une performance sociale et une transaction relationnelle. Parce que si nous, on fait preuve d'honneur, on s'attend à ce que la personne en face, en fait, elle respecte aussi ce code. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui me dérange un petit peu dedans. Et aussi, ce qui me dérange dans cette notion, ça veut dire que, d'une certaine façon, c'est comme si on ne pouvait pas faire confiance aux gens. Genre, par exemple, vous ne pouvez pas se dire « Ah, ben voilà, quoi, je vais me balader dans la rue et je vais pas me faire tuer aujourd'hui. » Voilà. Parce que les gens ont de l'honneur et tout, t'es là en mode « Mais non, juste non. » C'est une utopie. Ou alors les hommes qui disent qu'ils ne tapent pas les femmes et tout, parce qu'ils ont de l'honneur. Par contre, tabasser d'autres hommes ou des hommes queer ou leurs propres femmes parce qu'elle leur a manqué de respect, ça va bien. Donc voilà, je trouve que c'est très... c'est placer une idée d'un concept abstrait et presque universel, mais en dessous, en fait, c'est tellement subjectif. C'est pas juste culturellement subjectif, mais c'est individuellement subjectif, en fait, et chacun a un petit peu sa propre version du code. Donc moi, j'accepte pas forcément ça comme une notion... Enfin, si quelqu'un me dit « Ah, ben, moi, j'ai un code d'honneur », pour moi, ça veut rien dire. Oui, il faut que la personne définisse ce qu'elle met dans l'honneur, quoi. C'est ça, ou même qu'elle ait des... Juste, je vais la juger par rapport à ses actions, mais je vais pas la juger par rapport à... Enfin, ça veut rien dire pour moi, juste des mots qu'elle met sur des comportements qu'elle aurait dans des situations hypothétiques. Oui, voilà, quoi. Surtout que ça dépend aussi pas mal des valeurs personnelles, donc il y a autant d'honneur que de valeurs personnelles. C'est ça, et c'est aussi quelque chose dont on peut se débarrasser aussi si on est de façon peut-être un peu hypocrite. Si à un moment donné on se dit ah bah voilà quoi, moi d'habitude je suis une personne honorable, je mets des guillemets là, je joue, mais d'habitude je suis une personne honorable, mais là vraiment c'était le coup de trop, le truc de trop, donc du coup là c'est bon, je suis partie et ça m'a fait dégoupiller. Donc voilà quoi, c'est pas non plus c'est pas un capot qui reste systématiquement fermé la plupart du temps non plus. Donc c'est pour ça que c'est très subjectif et que c'est souvent utilisé de façon manipulatrice, je trouve, pour se placer au-dessus des autres
pour gagner un argument ou quelque chose comme ça en fait. Et c'est pour ça que le patriarcat s'en sert comme outil d'ailleurs. Par exemple. On va revenir dessus, ouais. Oui, voilà. oui. Voilà, c'était ma longue intro. Voilà, donc du coup vous avez un petit peu les deux positionnements. Donc je rejoins Charlotte, hein, objectivement, je rejoins Charlotte sur ce qu'elle dit, mais il y a une partie je sais de mon romantisme qui malgré tout lutte et aime bien l'archétype que moi je me fais des chevaliers de l'honneur. Voilà, je sais que c'est pas du tout une généralité, j'en ai connu des hommes peu honorables, donc je sais aussi la réalité des choses, mais je vis toujours un peu dans mon utopie. Non, mais d'un point anthropologique et sociologique, moi je trouve ça absolument fascinant. Bah justement, en parlant un petit peu d'anthropologie, on va faire un petit peu de retour en arrière. Donc là, on va parler de l'évolution, donc justement de cette notion d'honneur à travers les époques et les cultures. Je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu parce que j'aime bien, comme je l'ai dit, remonter un peu aux origines, voir un petit peu ce qu'il en est, d'où ça vient, Voilà, j'aime bien les origines, voilà, ça me parle. La cosmogonie de l'honneur, c'est parti. Allez, go. Donc du coup, on va commencer évidemment avec, je dis évidemment parce qu'on est dans un contexte européen, on va commencer avec l'Antiquité, donc Grèce et Rome, où l'honneur était plutôt lié à, comme je l'ai dit un petit peu plus dans la définition d'ailleurs, à la réputation, la vertu, de certaines actions qui répondaient à un code, à des codes qui évoquaient du coup l'honneur, notamment dans les exploits militaires, les compétitions athlétiques, les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, me lancez pas sur le sujet. Et voilà, donc du coup, en fait, l'honneur en Grèce antique, il dictait les comportements attendus, surtout parmi les élites, hein, évidemment. Les duels et les actes de vengeance étaient des moyens, en fait, de restaurer l'honneur perdu, et du coup, les cérémonies publiques renforçaient des honneurs, l'honneur familial des familles d'élite, hein, en général. Donc c'est bien social et pour prouver aux autres qu'on est une personne honorable et qu'on se fait respecter. C'est ça, c'est-à-dire que l'honneur c'est une notion, je trouve, en tout cas qui a l'air de vouloir être externe, c'est-à-dire que est-ce qu'on a de l'honneur vis-à-vis de soi-même quand on est seul dans son truc, ou est-ce que ça devient actif, est-ce que c'est un agent actif qu'à partir du moment où on est avec quelqu'un, quoi, avec des gens. Et d'ailleurs les philosophes grecs et romains comme Aristote ont beaucoup lié l'honneur à l'excellence morale et à la justice, debatable, but that's what it is. L'honneur avait également une dimension religieuse, en fait, alignée avec la volonté des dieux, qui étaient toujours là pour faire la morale, qui donnait des exemples moraux dans des récits mythologiques. D'ailleurs, en parlant de mythologie, vous pourrez aller voir chez Charlotte bientôt. Oui, il y en a, et je trouve ça assez intéressant, parce qu'à la fois, il y a le côté de honorer les dieux, donc il y a des actions humaines, en fait, c'est plus aussi que les hommes doivent honorer les dieux, mais par contre, les dieux, en fait, ils ont aussi leur propre set, et ils ont un honneur quand même assez particulier. Au final, les dieux grecs et romains, par syncrétisation, on va dire, quoi, mais au final, ils sont très petits, en fait, et il y en a plein qui, à la fois, ont un certain sens de l'honneur, mais qui font des fois des coups fourrés, ou qui se mettent en colère, c'est pire que dalle, ou qui se sentent... voilà, quoi, au final, le truc de honorer les dieux, c'est plus ne pas déshonorer les dieux. En fait, c'est par peur aussi, parce qu'un mortel, mettons, une mortelle trop belle, pof, change en arbre. Voilà, oh non. C'est ça, quoi. Ou alors, oh là là, mon mari le dieu m'a trompé avec cette mortelle, voilà, quoi, je vais me venger sur elle, en fait, ou des choses comme ça. Donc c'est plus les mortels qui doivent faire vraiment attention de ne pas offenser et de ne pas courroucer. Bah c'est ça, en fait le truc c'est que les dieux, alors bon on va pas partir sur la mythologie maintenant, on ira chez Charlotte pour ça très prochainement. Je trouvais ça intéressant quand même. Mais non mais je suis d'accord parce que malgré tout, voilà, ils ont leur propre recette, mais c'est surtout que quand même les dieux grecs, plus que tout autre, ils sont hyper childish, ils ont des traits humains emphasized en fait à mort, et du coup c'est vrai qu'effectivement il y a quelque chose de très aussi nombriliste que je trouve dans le fait d'honorer. Alors il y a honorer et vénérer qui sont deux notions différentes, mais c'est vrai que dans la notion, dans le contexte en tout cas de la Grèce antique, c'était vraiment honorer les dieux par des actions globalement arbitraires, quoi. C'est ça, ça me semble moins un concept de vénération. Oui, c'est ça, en fait, pour moi c'est différent. Et du coup on arrive là à l'Égypte ancienne qui aborde la chose de façon vraiment, je trouve, suffisamment différente pour le mentionner, donc notamment via le concept de la Ma'at, qui représentait la vérité, l'ordre et la justice. Donc on retrouve encore cette notion de justice quand même, hein, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait les Égyptiens, ils croyaient que vivre en accord avec la Ma'at apportait l'honneur et la faveur des dieux. Donc là c'est quand même différent, surtout que... alors c'était lié à l'élite quand même, vu que les pharaons, la noblesse et tout...
eux, ils devaient vraiment montrer du courage, de la piété pour maintenir en fait leur honneur, de leur image publique, hein, en fait, au final, on pourrait dire que c'était de la propagande, c'était des campagnes de com, en fait, voilà. Et par contre, si on regarde les monuments, les tombes et les inscriptions funéraires, en fait, ben, ça servait à afficher et à préserver cet honneur, en fait, pour l'éternité. Donc, du coup, il y a vraiment, dès le départ, un mélange avec l'aspect public, extérieur, campagne de com, et l'aspect divin, qui a été effectivement un peu perverti, avec l'image du pharaon, avec l'image de la noblesse. Néanmoins, on retrouve quand même cette notion d'honneur avec les rites funéraires dans l'Égypte ancienne, où l'honneur se manifestait aussi, justement, à travers ces rites-là, parce qu'ils étaient élaborés, et où le respect des ancêtres et les traditions religieuses étaient cruciales, par exemple avec les tombes, le processus d'embonnement. Et ça, c'était une façon honorifique, en fait, de prendre soin du corps, de le préparer pour la vie d'après. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, moi, j'y vois plus la notion d'honneur que la notion de vénérer, parce qu'ils vont pas vénérer, enfin, ils pourraient, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais là, c'est juste que c'était plus en mode, ils honoraient la vie de quelqu'un, donc ils traitaient bien le corps pour l'embaumer et le préparer pour après. Et du coup, j'ai limite l'impression qu'à ce niveau-là, je peux me tromper, hein, une fois encore ici on n'est pas en parole d'évangile, mais moi j'ai l'impression que du coup ça crée comme une sorte de lien entre l'honneur et le care, en fait, le fait de prendre soin, dans le sens où si tu prends soin de quelque chose, tu l'honores. Il y a un peu de ça aussi, je trouve, en tout cas dans cette partie rite funéraire, et en lien avec la Mahat, parce que la Mahat c'est un principe vraiment que je trouve à l'origine pas pur, mais que je trouve assez ok en fait comme concept, et qui a plus comme vertu ou comme vocation d'aligner un être humain. Après bon, l'élite encore se l'est appropriée en tout ça, mais quand on regarde les rites funéraires, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre l'honneur et le fait de care, d'une certaine façon. En fait, il y a aussi, j'ai l'impression, comme c'est un concept holistique qui touche plein de parties, en fait, l'honneur, il n'est pas que lié à une morale personnelle et sociale, c'est aussi lié à une morale religieuse que tout le monde est censé observer. Et j'ai l'impression, bon, corrigez-moi si je me trompe aussi, mais que les rites funéraires, ils étaient quand même accessibles, au moins un minimum, mais qu'il y avait un minimum accessible financièrement à absolument tous les individus, même les plus pauvres et indigents, parce que c'était, en fait, c'était terrifiant, même juste l'idée que la personne ne puisse pas bénéficier de ces rites funéraires. Donc, même si elle devait peut-être se priver pour ça, en fait, elle aurait gardé cet argent, ou peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait accepté presque aussi de payer pour cette personne, ou qui ait un service de base assuré pour assurer ça, de la même façon que nous, on aurait peut-être un système d'enterrement ou de crémation qui est donné à tout le monde, en fait, et on ne laisse pas juste un cadavre pourrir quelque part, en fait, parce que même ça fait partie des principes religieux, et même si on n'est pas concerné, parce que c'est pas notre cadavre, pardon, mais du coup, voilà, il y a une espèce d'intérêt public à ce que tout le monde conserve au moins cet honneur, et aussi ça assure la durabilité du système religieux impliqué dans la vie. Oui, tout à fait. Plus un pour Charlotte. Tout à fait. Après, vraiment, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas, dans les commentaires, on vous attend. Oui, parce que là, on passe quand même assez vite en termes d'anthropologie, parce que on n'est pas spécialiste déjà. On n'est pas spécialiste, et vraiment, je rappelle des bases un petit peu générales, et puis surtout, après, on a d'autres choses à discuter qui sont plus personnelles et tout. Donc, oui, moi j'ai fait des études de dessin animé. Voilà. Donc, on se cultive. Je fais de mon mieux. On se cultive à côté, mais effectivement, on n'est pas prof d'histoire ou quoi. Donc effectivement, ça reste juste... je rappelle des bases un petit peu générales pour refaire un petit peu l'histoire de l'honneur. Et d'ailleurs, on peut voir, vous allez continuer de le voir avec la Chine et les civilisations mésoaméricaines, qu'on retrouve quand même deux paramètres importants, qui est que l'honneur est souvent lié à l'élite et à l'acte guerrier. Si tu veux, on en dit vite fait, mais en fait, à chaque fois, en fait, c'est ce côté d'honneur aussi lié à l'élite. C'est tout simplement parce que c'est
l'idée c'est d'avoir un code pour contrôler les gens avec du Bien pouvoir, sûr. tout simplement. Totalement. Donc ça, je pense que c'est intéressant à faire remarquer aussi, tellement ça, Oui. tellement ça transparaît et que c'est juste un code un petit peu différent des autres gens qui galèrent juste pour les dissocier et pour, comment dire, ouais, voilà quoi, mettre un couvercle un petit peu ou mettre une limite à leur puissance, en fait, avec ce code moral qui fait qu'ils seraient déshonorés et perdraient leurs privilèges s'ils rompaient ce code. Oui, tout à fait, oui, complètement. Oui, c'est une façon de... C'est un outil, quoi, hein, donc bon... Voilà, c'est... Bon, bref, je m'égare dans mes pensées pour plus tard. Donc là, on va voyager un petit peu en Chine, avec notamment le confucianisme, pour qui l'honneur était fortement donc, influencé par ses enseignements en fait qui valorisaient beaucoup la piété filiale, la loyauté, la vertu, respecter ses parents et ses ancêtres, ainsi que servir loyalement l'empereur évidemment, où tout ça en fait était considéré comme des comportements honorables. Et donc on retrouve à nouveau cette notion de société. Alors des fois l'honneur et le respect, voilà, c'est des notions un petit peu voisines qu'on associe souvent ensemble. Si j'honore quelque chose, ça veut dire que je le respecte. Néanmoins, je suis pas sûre que ce soit toujours le cas, personnellement. Mais en tout cas, c'est je le mets au-dessus d'eux. Oui, ça oui. Je pense que voilà, il y a ce côté d'un petit peu de mettre au-dessus, en fait, de faire monter une marche à quelque chose qui est juste sur quelque chose de base, pour lequel on aurait peut-être effectivement de la tolérance, mais voilà quoi, l'honneur, même si un cran, pardon. L'honneur, c'est vraiment un cran au-dessus du respect. Oui, je suis d'accord. Au sens où il y a un côté un petit peu intouchable, en fait, par rapport à quelque chose qu'on peut respecter et aimer. Mais l'honneur, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, en fait. C'est vraiment... c'est au-dessus. Ouais. Oui, après, il y a toujours une notion un petit peu d'admiration et comment dire... En tout cas, moi, quand je respecte quelqu'un, automatiquement, je le mets d'égal à égal, en fait. Pour moi, dans le respect, il y a quelque chose d'égal à égal. Alors, je peux t'admirer aussi, bien évidemment. Alors qu'avec l'honneur, effectivement, ça inclut une sorte de hiérarchie. C'est au-dessus de soi, en fait. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et donc, on retrouve aussi, justement, en Chine, avec les érudits, on les retrouve, qui, eux, devaient adhérer à des normes morales, donc très élevées, et leur honneur était lié à leur intégrité, leur érudition et au service public. On revient aussi sur l'art de la guerre en Chine, où les stratégies et les comportements des généraux, des soldats étaient également influencés par des codes d'honneur. On va y arriver, de toute façon, les chevaliers et l'honneur, comme ceux qui sont exprimés dans l'art de la guerre, en fait, de Sun Tzu. Donc on gravite sur des notions communes, là, depuis le début. On gravite sur les mêmes trucs. Voilà, on va voir, ça ne s'arrête pas avec la civilisation mésoaméricaine. A priori, toujours des hommes sont concernés. Voilà. Majoritairement, quand même. Bah oui, parce qu'en plus, là, ce dont je parle, c'est essentiellement sur les... Bon, 2000 ans et un peu avant aussi, évidemment, mais on est sur une époque assez récente, globalement, de l'homme. Donc, on est sur une échelle de temps où le patriarcat était déjà installé, en fait. Parce que avant, le saviez-vous, avant que le patriarcat arrive, il existait une autre façon de vivre sur Terre qu'avec une domination masculine. Voilà. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps, on l'a un peu oublié, mais ça a existé. C'était il y a très longtemps. Parce que même au-delà du matriarcat, il y a eu des civilisations et des époques où les deux vivaient de façon équilibrée, en fait. Il n'y avait pas de l'un dominait plus l'autre, parce que c'est pas ça le but non plus. Dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, de toute façon, c'est la merde. Donc du coup, ensuite, si on parle enfin pour finir, ce petit voyage dans le temps et dans l'espace, des civilisations mésoaméricaines, donc les Mayas et les Aztèques, notamment, je me suis concentrée sur eux, parce que les Incas, c'était un peu différent. On retrouve cette notion de courage guerrier, en fait, chez les civilisations mésoaméricaines, où l'honneur était lié à la bravoure au combat, évidemment. Les guerriers étaient respectés et honorés pour leur courage et leur succès militaire. Et chez les Aztèques, les captifs étaient destinés en fait au sacrifice, qui étaient souvent des guerriers honorés. Donc, une fois encore, l'honneur s'intègre aussi à la religion. Et d'ailleurs, dans les rituels religieux, l'honneur était associé à la participation et en fait au respect des rituels religieux qui étaient complexes chez eux pour le coup. Et les prêtres et les chefs religieux jouaient un rôle central en fait dans le maintien de l'honneur et de la communauté. Donc, on retrouve encore cette espèce de tripartite là, guerre, religion, honneur.
qui permet donc notamment dans le contexte mésoaméricain une hiérarchie sociale, parce que du coup, enfin, pas que chez eux, on l'a vu avant, mais aussi chez eux, où l'honneur dépendait fortement de la position sociale en fait, et de la conformité aux attentes par rapport à son rôle dans cette dite société. Et les dirigeants, les nobles, devaient démontrer leur honneur à travers des actions bénéfiques pour la communauté, via des démonstrations de richesse et de pouvoir. Donc franchement, j'ai l'impression... C'est presque un devoir en fait. C'est presque un devoir. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était important de revenir sur ces civilisations-là, parce que si vous avez bien payé attention, on dirait que globalement, je me répète de civilisation en civilisation. Est-ce que j'ai dit relation transactionnelle au début? Affirmatif. Ouais. Donc en gros, voilà, l'honneur, a priori, on dirait que c'est quand même beaucoup lié à la guerre et aux êtres humains, au mal. Voilà. Et du coup, on en arrive donc à notre deuxième partie, qui est le rôle de l'honneur dans les codes de la chevalerie, parce que là, on a bien vu, hein, les guerriers, l'honneur, l'élite, on est en plein dans les notions de la chevalerie. Et donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu, parce que je pense que ça en dit long, en fait, sur cette notion d'honneur. Parce que, par exemple, les chevaliers et le code de la chevalerie, eux, ils suivaient un code, en fait, donc de la chevalerie, qui valorisait, je vous le donne en mille, le courage, la loyauté et la protection des faibles. Peut-être que ça a une notion un peu plus chrétienne pour le coup. Et l'honneur était central en fait à leur identité. Ça guidait leurs actions sur le champ de bataille, dans la société. Pour les chevaliers, en fait, les duels, c'était une manière de défendre et de restaurer leur honneur. Oui, et à l'intérieur de ça, il y avait un code aussi. Par exemple, on ne peut pas frapper un homme à terre. Oui. Si un homme est tombé de son cheval, on doit descendre pour aller poursuivre le combat et pas rester sur son cheval pour bien le tabasser. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et en même temps, on dirait que pour les chevaliers, la seule façon de défendre leur honneur, c'était un peu de faire la baston, quoi. Alors certes, dans la société, ils avaient une certaine prestance, au bal aussi. On s'attend... dans l'imaginaire collectif, comme ce que je disais au début, que le chevalier soit respectueux des gens, en fait, du coup. Sauf que des fois, c'était juste des gros bourrus. En même temps, on est aussi dans... Bon, je dis absolument pas qu'on est en paix à l'époque actuelle, parce que c'est pas du tout le cas, mais faut voir aussi que le côté honneur, il vient en réponse à un monde violent, en fait, tout simplement, où on ne peut pas forcément faire confiance à tout le monde et où les gens qui ont accès à des armes, que ce soit des armes physiques qui peuvent blesser ou tuer quelqu'un, ou alors des armes intellectuelles, en fait, tous ces gens, en fait, à un moment donné, ça sert aussi à les contrôler, de les faire agir selon ce code, comme on disait, quoi. Mais surtout les chevaliers, je pense que pour le coup c'est un sujet sur lequel je ferai un podcast à part, parce que je voudrais bien retracer pour le coup vraiment un petit peu l'origine, dans quel contexte ça s'est exactement mis en place, parce que j'ai des notions mais je voudrais bien les clarifier et les réviser aussi. C'est un monde dans lequel il n'y a pas non plus vraiment de police, donc en soi si tu veux les chevaliers, donc c'est ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont dans ce côté de protection des faibles. Oui, je vois la police pourrait prendre quelques notes, mais du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses aussi qui sont valorisées et qui sont mises en avant comme des choses à respecter. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté où effectivement le chevalier, il a aussi... En fait, le chevalier, il a une figure que je trouve intéressante parce qu'il a un pied un petit peu dans tout, dans le sens où il a un pied dans la religion, il a un pied dans la justice et dans l'État. Et donc du coup, il sert un petit peu ces deux égrégores-là, en fait, surtout au Moyen-Âge et un peu plus tard avec la quête du Graal. Ouais, est-ce que ce serait pas, mettons, les paladins qui sont vraiment liés à la religion ? Peut-être que je suis juste en mode heroic fantasy. Alors pas forcément, parce que... Tu veux que je cherche ? On peut chercher vite fait, parce que je suis pas experte non plus. Je vais chercher si tu veux. Mais pour moi, les paladins, il y a quelque chose, ils sont plus... alors, c'est pas des moines, mais ils ont quelque chose de beaucoup plus religieux, de moins baston. Hein. En fait, la baston, on l'a mise dans les jeux... vidéo et dans les D&D, mais c'est pas, pour moi ils sont pas très guerriers les paladins. Et en fait c'est le paladin, c'est Wikipédia, le paladin est un chevalier ayant atteint l'un des plus hauts grades, faisant partie d'un ordre religieux et porteur du pouvoir sacré de la foi. Et effectivement, je vois ça en fait, tu vois, mettons, le paladin, on va dire que c'est, pour simplifier, alors c'est plutôt le chevalier religieux, mais pour moi le chevalier en fait il est nommé par le roi ou par son seigneur, enfin, donc il est pas tellement religieux que ça. Si tu veux, il est religieux de la même façon que la population peut l'être, en fait, parce qu'il y a intrinsèquement
une peur de Dieu dans la civilisation, dans les sociétés chrétiennes par exemple. Mais il n'est pas forcément si religieux en fait. Et c'est pour ça que ce code d'honneur, il est important. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il respecte exactement les codes religieux plus qu'une certaine personne. Oui, c'est qu'au final, il répond à des règles auxquelles tout le monde répond aussi, en fait, sur cet aspect notamment religieux, quoi. Par exemple aussi, j'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu plus, même si c'est important pour les personnes, mettons les serfs ou n'importe qui, en fait, de respecter, on va dire, certaines règles religieuses. Si tu veux, le courage, la loyauté, on s'attend pas à ce qu'une personne de basse extraction, par exemple, respecte complètement ça. Enfin, on dit, cette personne, elle a manqué de loyauté, mais en même temps, elle est dans le besoin. Ou alors, c'est qu'un cerf, ou cette personne, en fait. On s'attend pas à ce que ces personnes-là, en fait, qui sont pas considérées... qui n'ont pas forcément énormément de droits non plus, on ne s'attend pas à ce qu'elles témoignent de vertu. Peut-être qu'elles peuvent un petit peu espérer la rédemption et le paradis si elles donnent de l'argent à l'église tous les dimanches, quoi. Mais vraiment, on ne s'attend pas à grand-chose de ces gens, j'ai l'impression, dans la société. Oui, c'est vrai que donc, du coup, il y a cette notion d'attente, en fait. De la part des élites, en tout cas. Oui, de la part des élites, évidemment, qui est différente et qui, du coup, affecte, en fait, cette notion d'honneur, parce qu'effectivement, on n'attend pas le même honneur d'un chevalier, en tout cas, dans le contexte moyen-âgeux européen, je resitue le contexte, je pense qu'on n'attendait pas autant d'honneur d'un chevalier que d'un paysan. Voilà. Mettons, la loyauté, c'est la différence entre un chevalier et un mercenaire. Voilà, tout à fait. Aussi. Et du coup, les mercenaires n'ayant pas d'honneur. Surtout, en fait, ils sont liés à de l'argent, donc ils sont pas liés à un fief, tandis que si le seigneur, il veut que son chevalier reste avec lui, même s'il le paie pas très bien, il a tout intérêt à avoir un code d'honneur en place qui fait que le chevalier doit être loyal. Oui, complètement. Complètement. Enfin, je trouve que vraiment, il y a quelque chose de très intéressant dans la figure. Chez les samouraïs aussi, du coup. Oui. D'ailleurs, justement, on y vient parce que je voulais parler des samouraïs, parce que nous, en Occident, on a les chevaliers, mais en Orient, ils ont notamment les samouraïs. Avec le Bushido, pareil, je vous mets comment ça s'écrit à l'écran, où en fait, c'était un petit peu la voix du guerrier, en fait, qui mettait l'accent sur l'honneur, encore une fois, la loyauté, le respect et le courage. Donc on retrouve ces mêmes notions-là. L'honneur pour un samouraï, en fait, c'était souvent, tu me diras si je me trompe pas, c'était souvent la volonté en fait de mourir pour son seigneur et de vivre selon des principes stricts, ce qu'on n'a pas chez les chevaliers d'Occident. Pour les samouraïs, en fait, le seppuku, donc le suicide rituel, qui est souvent confondu avec l'harakiri d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas peut-être. Il y a une différence entre les deux, mais je sais plus laquelle c'est. Je cherchais, c'est pas tout à fait la même... Il me semble, c'est différent. Le contexte doit être différent, mais je pense que c'est le même geste, mais le contexte est différent qui amène à cet acte-là. Et donc du coup, le seppuku, c'était une pratique en fait honorable pour éviter la honte et maintenir leur intégrité. Donc ça va à des extrêmes quand même assez intéressants. A priori, harakiri, c'est l'action de couper l'estomac, tandis que le seppuku, c'est plus le côté rituel. D'accord, ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la mort. Mais en tout cas, c'est une mort ritualisée. C'est une mort ritualisée qui a pour but de maintenir l'honneur du samouraï, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, je me suis rappelée, en fait, je t'ai pas envoyé le message par rapport à Tokyo Vice, même si c'est un petit peu lié dans ma tête, mais parce que et on fait la boucle par rapport à ce que tu disais des élections, c'est parce que j'essayais de m'inscrire sur les listes électorales et qu'on me demandait une déclaration sur l'honneur, comme quoi j'habitais bien dans ma ville ou quelque chose comme ça. C'était ça, oui. Anyway, du coup... Effectivement, quand on en a parlé, je regardais Tokyo Vice, qui est du coup une série que je recommande d'ailleurs, où on a un journaliste, c'est pas très important, mais qui est lié et qui enquête sur des groupes de Yakuza. Et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Je pense que c'est ça ma mythologie. Je pense que c'est d'une certaine façon peut-être ça ma romantisation, on va dire, si j'en ai une. C'est par rapport à ce côté des Yakuza qui sont un équivalent de mafia au Japon. Très, très présent, très actif, même dans des parts du gouvernement. Très, très violent aussi, mais qui ont aussi ce code qui s'appelle chez eux le Ninkyodo. Je vous l'écris à l'écran. Donc voilà, c'est la voie chevaleresque et ça descend directement du Bushido. Et je trouve ça intéressant aussi. J'aurais pas exactement les dates ni le nom de la période, mais il y a eu aussi une période que je pense il y a dû y avoir en Europe
en Europe aussi, mais où, à un moment donné, l'ordre des samouraïs a été aboli. Et il y a eu une période aussi un petit peu flottante, où du coup, ces samouraïs qui vivaient selon ce code d'honneur et selon ces principes se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain, interdiction de porter les sabres, avec aucun sens dans cette revendication, on va dire, de loyauté envers des seigneurs, parce que ça ne faisait plus sens d'un point de vue social et politique. Et du coup, perte d'identité pour eux, quoi. C'est ça, et on a par exemple les Ronin, qui sont on va dire, des samouraïs égarés, soit parce qu'ils ont trahi le code de loyauté, soit parce qu'aussi, ils se sont retrouvés toujours liés à ce sentiment d'être un samouraï, mais sans vraiment de façon de l'exprimer. Et je pense qu'il y a eu une récupération, en fait, de ces personnes un petit peu détachées et errantes, et peut-être un groupe qui est justement allé irriguer, on va dire, le monde, pas le monde de la nuit et tout, mais plus le monde alternatif, en fait, plus des gangsters. Ouais, du coup, ça crée des groupuscules. Voilà, quoi. Et je pense qu'il y a un petit peu cette descendance-là qui s'est fait à un moment donné, et c'est pour ça qu'ils ont gardé ce code d'honneur, quoi. Par exemple, par rapport à la mafia italienne, où je sais pas trop... Enfin, je ne vois pas de lien exactement comme ça des chevaliers. Oui. Après, est-ce qu'ils n'auraient pas juste récupéré pour légitimiser leur héritage, qui est peut-être pas légitime, en fait? Aussi, mais en même temps... il y a un système assez compliqué aussi, parce qu'il y a aussi des mafias, les triades en Chine, et de plein d'îles autour. Donc, en fait, par rapport à le côté de la mafia locale, elle sert aussi à protéger le territoire des mafias, des triades étrangères. Donc, en soi, je pense qu'il y a ce côté de... La police, voilà, quoi. On sert à faire la loi là où la police ne fait rien, parce que c'est une mafia étrangère et on ne veut pas de problème diplomatique, en fait. Donc, je pense qu'il y a ce truc aussi de protection. On est aussi sur un système où, mettons, dans certains quartiers, des bars, des sex shops et tout ça, ça doit... ça a une redevance, mettons, aux Yakuza en échange de leur protection, par exemple. Oui. Voilà. Et il y a un côté aussi des groupes de Yakuza qui se rassemblent pour faire comme un consul et discuter de l'équilibre. Et à chaque fois, et on le voit très bien dans Tokyo Vice justement, à chaque fois qu'il y a un débordement d'un groupe ou l'autre, en fait, pof, c'est réglé entre eux. En fait, il n'y a pas la police qui est impliquée, ils n'ont pas le droit d'impliquer les citoyens, pas le droit de... Il y a plein de choses comme ça qui sont interdites pour que, à la fois la police ne s'en mêle pas, mais que rien ne déborde pour que ça puisse continuer. Il y a une vision comme ça d'être bien installé, et de perdurer. Oui, d'accord, oui. Donc du coup, ça crée une sorte d'un peu de microcosme avec ses propres règles, ses propres codes d'honneur, du coup, visiblement, et tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Bon, mais du coup, c'est hyper... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Pareil, je pense que ça mériterait un podcast en soi. C'est ça, parce que en soi, le code d'honneur justement des gens underground qui vivent vraiment dans la violence, en fait, je trouve ça vraiment... je trouve ça complètement fascinant. Oui, non, parce que du coup, ça paraît antithétique, en fait, comme truc. C'est ça, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est un parfait segue sur notre troisième partie, qui, du coup, parle un petit peu de comment l'honneur se manifeste aujourd'hui. Donc, on en a un peu parlé avec les Yakuza, notamment. Et surtout, quels sont les défis modernes de l'honneur. Parce que du coup, surtout là, à notre époque, donc je rappelle, on est en 2024, en juin 2024, et du coup, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les nouvelles discussions qui font jour en ce moment, on peut quand même se poser la question qu'on n'a pas, parce que pour l'instant, on a beaucoup abordé l'honneur d'un point de vue masculin, mais du coup, quelle est la différence entre un honneur au féminin et un honneur au masculin? Parce qu'évidemment, il y en a, notamment parce que les normes sociales et les rôles de genre sont différents en fonction de si biologiquement on est un homme ou une femme. Et du coup, historiquement, l'honneur masculin, on a pu le voir depuis tout à l'heure, qu'il est souvent associé à des actions publiques, comme le courage au combat, la protection de la famille, tandis que l'honneur féminin, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand j'ai fait mes recherches, j'aurais peut-être dû en parler un peu plus d'ailleurs, il est plutôt lié à la... T'inquiète, y arriver. C'est plutôt lié à la chasteté, à la modestie et au maintien de la réputation familiale, en fait. On est plutôt sur des notions là, par exemple, l'honneur d'une femme, en général, c'est effectivement lié au fait qu'elle soit vierge dans beaucoup de cultures.
Oui, c'est ça, ou même qu'elle soit fidèle aussi. Donc on retombe sur la loyauté, tiens. Bon, la loyauté, on fera un podcast aussi, je crois que c'est un mythe. On n'en a pas fini, les gars. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et tu sais, je trouve que c'est... pour moi, c'est logique que t'en aies pas parlé, parce que tout simplement, l'honneur féminin, c'est toujours un petit peu sur les mêmes normes, vu que de façon très très récurrente, elles sont aussi considérées comme des propriétés, on va dire, jusqu'à très récemment, voire encore d'actualité. Dans certains pays, et en fait, c'est, l'honneur d'une vache, l'honneur d'une femme, des fois, t'as l'impression que c'est presque la même chose. Quoi. Oui, sauf que des fois, l'honneur d'une vache, c'est des fois des honneurs sur ta vache. Des honneurs sur ta vache, pardon. C'est vraiment... Non mais c'est vraiment ça, tu vois, comme quoi, je veux dire, si même Mouchou, il trouve que c'est grave de déshonorer sa vache qui en fait est un cheval, y a un problème. Non mais c'est vrai que voilà, les manifestations de l'honneur en fait chez les hommes, ça va être des exploits héroïques, de la défense de son honneur personnel ou familial par des duels, par la baston, voilà. Et les femmes, voilà, ça va être la fidélité, la vertu domestique et le respect des normes sociales, de pureté, tout ça quoi. Oui, c'est ça, et surtout, je trouve aussi que... En soi, c'est un honneur aussi que les hommes appliquent sur les femmes sans vraiment leur demander leur avis. Et même dans le côté de l'honneur, si tu veux, je trouve que c'est extrêmement cruel, dans plein de situations, parce qu'il y a énormément de fois, en fait, où... déjà, elles sont pas vraiment responsables, comme elles sont pas vraiment responsables d'elles-mêmes, elles sont pas non plus totalement, tout le temps responsables de leur honneur. Par exemple, si une femme est déshonorée, mettons, par un autre chevalier, par exemple, on va dire, une femme de chevalier est déshonorée par un autre chevalier ou qui la courtise un petit peu trop et que le mari s'en aperçoit, en fait, si tu veux, c'est pas elle qui va appliquer cette vengeance et si tu veux, c'est pas son honneur à elle même complètement, c'est l'honneur de son mec qui est entaché, alors que juste l'honneur d'un homme entaché, il n'est pas répercuté sur sa femme parce qu'elle n'a pas cette responsabilité. Ouais. Mais qui inclut le fait qu'elle n'a pas d'autres responsabilités qu'elle pourrait vouloir avoir. Donc il y a ça déjà, et puis par contre, il y a aussi plein de situations cruelles où la femme est déshonorée, on va dire, selon le code, mais elle a quand même la responsabilité, en fait. Oui. Et c'est pas forcément l'autre homme qui est inquiété, ou alors peut-être qu'il est puni, mais elle, juste le fait d'avoir été souillée, même contre sa volonté. Souvent contre sa volonté. Voilà. Dans le cas du V, par exemple, on va dire, parce que... Mais, voilà, quoi, sans vouloir trigger les gens, voilà, quoi, il y a plein de fois où... les femmes sont déshonorées, abusées de plein de façons, et en fait, on les considère, ou les autres hommes en fait, de cette société ou de cette communauté les considèrent comme déshonorés, et voilà, c'est irrattrapable, donc soit elle est exilée, soit elle est elle-même mise à mort, ou oui, des choses comme paria, ça. Elle va être... Oui, c'est ça, alors que c'était pas sa elle n'est pas responsable, c'est la victime en fait. Mais justement, et là en fait, on en vient encore à cette différence entre l'honneur au féminin et l'honneur au masculin, c'est qu'en fait, les conséquences de la perte de cet honneur sont complètement différentes en fait. Un homme, quand il perd son honneur, en fait, il va mener des défis publics, des duels, des tentatives de réhabilitation par des actes de bravoure. Au pire, il change de ville, il vait à nouveau d'autres personnes et puis c'est réglé quoi. On schématise. Hein, il donne de l'argent à l'église. Il donne de l'argent à l'église. Il y a plein de façons pour un homme de réhabiliter son honneur. Alors que pour une femme, si elle perd son honneur, comme on disait, elle va avoir une stigmatisation sociale sévère, des conséquences personnelles dévastatrices, comme on l'a vu, et souvent sans aucune possibilité de rédemption. Quoi. T'es souillé à vie. Quoi. Et en plus de ça, c'est pas de ta faute. Et il n'y a aucun moyen derrière de prendre aussi son indépendance et de dire bon bah ok, vous voulez plus de moi, je vais ailleurs. En fait, il n'y avait pas cette possibilité. Même un Ave Maria pouvait pas te sauver quoi. Même les Notre Père, t'es foutu à vie quoi. Donc du coup, rien que pour ça, on voit que l'honneur est une notion qui n'est pas utilisée de façon égalitaire partout quoi. Tiens donc. C'est étonnant. Du coup, en dehors de tout ça, bon voilà quoi, il y a plein de choses. Il y a de toute évidence plein de choses à en dire, mais je pense sinon on va juste radoter sur le même thème et l'inégalité du rapport homme-femme. Donc on va s'arrêter là de ce côté. Mais ouais, pour le côté aussi mythologie, en fait, si tu veux qu'on en parle,
Parce qu'en fait, pour ajouter un côté un petit peu positif, en fait, aussi, je trouve que la raison pour laquelle on a ce souvenir d'enfance et tout, que d'ailleurs on a un podcast prévu ensemble sur les livres de notre enfance, ça va être très effectivement, il y a un petit peu ça aussi. Mais il y a cet aspect, c'est sûr que ça fait aussi... ça fait rêver quand on voit des films, quand on voit des... sans appeler ça de la propagande, en fait, je trouve ça intéressant. L'importance du mythe et de ses messages, parce que la seule façon, j'ai l'impression pour moi, d'avoir une vision positive de l'honneur, c'est de le voir justement détaché et éventuellement comme une vertu éloignée qu'on s'efforce d'atteindre, comme un code personnel qu'on se dit, bon ben là, voilà, je me sens alignée, je me sens bien, je me sens connectée aux autres quand je respecte ce système de valeurs, par exemple. Et effectivement, le mythe du chevalier, je trouve qu'il y a cette idée de bravoure et de se dire, bon ben voilà, quoi, c'est moi le rempart entre la paix et la barbarie, on va dire, et quelle qu'elle soit, même si le mot barbarie est souvent mal utilisé. Très souvent. Mais bon, on va dire que là, dans cet idéal, c'est... Il y a quelque chose, effectivement, de charmant, en fait, où on se sent protégé et on peut se sentir, justement, en sécurité. Oui, c'est ça. Avec des gens dont ce code d'honneur est positif, en fait, et bienveillant, et implique que c'est une personne courageuse, loyale, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être des qualités dont ça pourrait être intéressant de bénéficier, et même en tant que, on va dire, en tant que femme hétéro, qu'on soit dans un mythe ou pas, on va dire que si effectivement on est avec quelqu'un, même si on est prête à se protéger nous-mêmes, en fait. Je dis ça, je suis pas hétéro. Mais on va dire que si je me projette, si j'utilise mon imagination, on va dire que je comprends aussi le fait d'avoir une fantaisie ou de trouver romantique, en fait, que quelqu'un de proche, que ce soit un homme ou pas d'ailleurs, ait cette envie, en fait, de nous protéger, ou ce set, en fait, aussi de code qui fait que cette personne aussi, on peut lui faire confiance parce qu'elle va avoir des actions alignées avec ce code. Donc même si on l'a pas vu dans telle ou telle situation, on se sent en sécurité parce qu'on se dit, bah voilà, si j'ai un problème, bah, je sais que cette personne, elle est loyale. Si j'ai un problème, je sais que je me fais attaquer, je sais que cette personne, elle va être courageuse et elle va m'aider à me défendre, par exemple. Oui, il y a un côté rassurant, en fait. C'est ça, ou alors j'ai quelqu'un qui a envie d'aider les faibles. Ah bah je trouve que c'est une super qualité, peut-être que cette personne sera bienveillante avec des animaux, avec des enfants, qu'elle l'aide, qu'elle est dans des principes comme ça assez... humaniste. C'est humaniste, ouais, voilà. En fait, des choses comme ça, et qu'on se dit, waouh, c'est vachement différent de tous les bourrins à côté. Et j'en reviens à ce côté de, effectivement, ça permet de dissocier et de se dire, bon bah voilà quoi. Par rapport à des individus, comment est-ce que je fais pour distinguer individu A de individu B? C'est par rapport à leur code d'honneur, parce que c'est une façon, d'avoir les caractéristiques morales de la personne sans exactement la connaître. Mettons, les chevaliers, ils ont un uniforme. Oui. On voit très bien que c'est un chevalier, donc il n'y a pas de... On sait à qui on a affaire de façon morale avant même d'avoir parlé à cette personne, ce qui peut être rassurant. Oui, c'est vrai que du coup, ils vont être facilement identifiables pour le coup, les chevaliers, par rapport à ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a des... en fait, du coup, de façon à la façon moderne, les chevaliers, c'est presque devenu des gentlemen, en fait. Je trouve que maintenant, il y a c'est la vision romantisée aussi de la chanson de geste, c'est... Oui, c'est ça, tout à fait. Justement, j'avais dit, elle m'a enlevé les mots de la bouche. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a eu tout ce mouvement littéraire qui a associé justement ce côté gentleman qu'on appelle aujourd'hui au chevalier. Et c'est vrai que, en général, en ce moment, si on retrouve ces traits-là chez des personnes... je pense qu'inconsciemment, ça va quand même rappeler un petit peu le côté chevalier. En ce moment, par exemple, je regarde une série sur TF1, française, c'est rare que ça m'arrive, mais qui est assez chouette, qui s'appelle Balthazar, qui est joué par Thomas Sisley, en fait, que j'aime beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'en tant qu'acteur, je connais pas trop l'homme, évidemment, mais j'aime bien, en tout cas, sa vibe, et il a un côté un petit peu chevaleresque, justement, parce que, voilà, il est loin d'être parfait, hein. Je veux dire, le gars, il a un passé vraiment horrible. Mais il a un côté quand même gentleman
qui s'inscrit pour moi dans cette imagerie un peu du chevalier, même si elle est totalement revisitée, que c'est pas du tout l'intention de départ, parce que du coup à la base il s'appelle Raphaël Balthazar, c'est un médecin légiste qui a perdu sa femme il y a 12 ans, qui a été tuée par un serial killer quoi. Et, mais du coup dans ce personnage là, moi j'y retrouve un peu du chevalier justement, je pense à travers certaines actions et dire aussi un peu gentleman, c'est-à-dire respect de l'autre en fait, notamment de la femme là en l'occurrence parce que c'est deux personnes hétéros, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est attrayant quoi, voilà. Bah, c'est clair que j'ai l'impression, enfin c'est pas forcément non plus pour cataloguer, mais c'est difficile des fois d'évoluer dans une société où on se dit ah bah cette personne, si je connais pas ses codes moraux, bah, je vais peut-être me faire abuser en fait. En fait, si cette personne, je vois qu'elle montre pas de l'honneur ou du respect comme ça, en fait, il y a des chances pour que voilà, que ce soit une personne qui ait potentiellement des intentions malveillantes ou potentiellement une tendance à abuser de la situation et la tourner à son profit sans considération de la position des autres personnes en fait, tout simplement. Donc je comprends l'importance comme ça, je comprends cette importance sociale, mais effectivement ça implique qu'on vit dans un monde violent en fait, et qu'il y a besoin de distinguer les gentils des méchants. Oui, c'est un peu tragique, je trouve. Ah oui, non, mais alors ça, c'est clair et net. C'est vrai que du coup, c'est très... C'est un peu pessimiste, un peu cynique peut-être. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez réel, parce que si tu veux, je pense que l'honneur et les chevaliers seraient moins pertinents dans une autre société qui serait peut-être moins violente et qui aurait moins besoin de protéger en fait ses citoyens. Alors c'est une utopie. Tant mieux. Ce serait tant mieux du coup. Oui, ça serait tant mieux. S'il n'y avait pas besoin des chevaliers. Mais complètement. Parce que du coup, au final, dans un monde utopique, ça serait limite la norme en fait d'incarner cet archétype du chevalier qui respecte les gens, qui protège, tout ça quoi. Mais bien sûr, ça reste une utopie. Et d'ailleurs, moi, je proposais aussi que je trouvais intéressante la notion de dignité. Un petit peu quand j'en avais discuté avec toi, parce que je trouvais que ça avait une dimension peut-être un petit peu plus humaniste, et ça rapproche peut-être même ce côté en fait de presque d'honneur lié à la dignité religieuse en fait, quelque chose comme ça, parce qu'il y a ce côté de il y a une base qui doit être fournie à tout le monde en fait, qui doit être accessible à tout le monde, comme par exemple fermer les yeux d'un défunt ou enterrer ou voilà quoi, ou ne pas souiller un cimetière, voilà, une sépulture, des choses comme ça, plein de choses comme ça qui sont de l'ordre plus de la dignité que de l'honneur en fait. Et il y a ce côté en fait peut-être d'une petite action personnelle en fait, de se dire ben voilà, comme ma dignité c'est de garder un environnement propre, un corps propre, de me donner des choses, de donner quelque chose, mettons, d'aider quelqu'un pour l'aider à conserver sa dignité. Si tu veux, si tu donnes de l'argent à quelqu'un qui vit dans la rue, c'est pas pour conserver son honneur, en fait, c'est pour l'aider à avoir de la dignité, en fait, de lui dire, est-ce que vous voulez du savon, est-ce que vous voulez à manger, en fait. Moi, je considère ça comme des actes de dignité, en fait, qui aident à élever, en fait, les gens qui sont en dessous d'une situation qui nous paraît acceptable, alors que l'honneur, en fait, il sert à mettre au-dessus. Et du coup, moi, je trouve plus intéressant et plus, on va dire, plus solidaire, humaniste, on va dire, et solidaire, le fait d'élever les gens, justement, qui sont en dessous, entre guillemets. Oui, tout à fait, parce qu'en fait... Pas inférieur, mais vraiment plus dans une situation plus compliquée, qui permet moins de dignité, entre guillemets. Oui, et du coup, moi, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'effectivement, dans cette notion de dignité, pour moi, on retrouve cette notion de respect, du coup, et du coup, cette notion un petit peu d'égalité, c'est-à-dire que... Enfin, comment dire, je m'aventure peut-être sur un terrain un petit peu casse-gueule, mais... Je trouve que l'honneur... Attends, peut-être... L'honneur, c'est peut-être juste pour soi et par rapport au regard des autres, mais la dignité, en fait, c'est justement aider les autres à avoir le même niveau que soi. Si tu veux, on ne cherche pas à augmenter notre niveau de dignité quand on aide les autres, en fait, quand on monte les autres vers le haut, alors que l'honneur, c'est juste des points qu'on gagne pour soi et par rapport à sa situation des autres. Oui, alors il y a ça, mais c'est pas exactement là où je voulais en venir, même si je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression
qu'il y a un lien beaucoup plus étroit entre la dignité et la condition d'être humain, en fait, qu'avec l'honneur, dans le sens où, effectivement, l'honneur, ça vient toucher à un idéal à atteindre, à incarner, et avec des XP publics, en fait, à marquer. Et la dignité, ça s'applique aussi aux animaux, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est pour ça, en fait. Quand je parle d'humain, en fait, j'aurais plutôt parlé de genre vivant. De genre vivant, en fait, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, en fait, je pensais que c'était un peu casse-gueule dans la mesure où... du coup, je pose la question, là on passe sur totalement autre chose, mais du coup, en quoi une personne dans la rue, je dis pas que j'ai la réponse, hein, je pose juste la question, en quoi du coup on considère qu'une personne dans la rue, et pas qu'elle est moins humaine, mais que du coup elle est comment dire en français, elle est dérobée, on lui dérobe un petit peu sa dignité d'être humain. Est-ce que je suis claire dans mes propos ou pas? Oui, je comprends, et en fait, si tu veux, autant l'honneur, on va dire que c'est un code comme un set personnel, et la dignité, je le vois un petit peu, comment dire, détaché de la personnalité, si tu veux. Et effectivement, c'est un état, voilà, c'est un petit peu plus ça peut-être. Et si tu veux, cette personne dans la rue, par exemple, elle peut être très digne par rapport à sa condition, oui, voilà, par rapport à elle-même, en fait, par rapport au respect d'elle-même, par rapport au respect des autres et tout, de se dire, bon ben voilà quoi, je mets quand même mes déchets dans la poubelle, des choses comme ça, ou si j'ai l'occasion de maintenir une hygiène, je le fais, ou par exemple le fait de nourrir ses animaux en fait, et de se dire, bon ben voilà quoi, j'ai pas beaucoup de ressources, mais c'est important pour moi de nourrir mes animaux. Même s'il n'y a pas de jugement moral que j'appose sur les gens qui font pas ça quand ils sont dans la rue, parce que c'est tellement... ça implique tellement de choses compliquées, mais si tu veux, il y a cette notion de dignité appliquée à soi-même, et en même temps, il y a des choses... Effectivement, il y a quelque chose qui est... un état qui est dérobé, en fait, et qui ne lui est pas permis, en fait, si tu veux. Ça lui enlève pas sa dignité personnelle, mais elle n'a pas accès à ce qui lui permettrait de maintenir un meilleur niveau, entre guillemets, de dignité sur d'autres plans, comme par exemple des plans financiers, des plans physiques, des plans émotionnels, des plans psychologiques. Pardon, j'ai bugué. Mais voilà, plein de choses comme ça, en fait, qui n'ont pas trait à sa... Et justement, ça n'a pas trait à sa valeur personnelle, en fait. Oui, mais par contre, ça peut l'atteindre, parce que... Oui, bien sûr. Vois, enfin, je veux dire, il y a cette corrélation, parce que du coup... bien sûr. Et si tu veux, l'honneur blessé, c'est l'ego blessé. Ah oui, ça si oui. tu veux. Mais la dignité blessée, là, on passe sur un niveau... plus intime. Humain. En fait, vraiment, même pas intime, mais de vie humaine, en fait, presque d'âme, en fait, où il y a quelque chose de vraiment... bafoué. Très... très essentiel qui est dérobé en fait pour moi, alors que l'honneur c'est de l'ego. Oui, c'est une construction sociale, alors que la dignité elle est intrinsèque. Ouais, mais parce qu'en fait, peut-être parce qu'elle est plus liée au corps, à la condition d'être humain plutôt qu'à quelque chose d'immatériel. Oui, c'est ça. C'est pas social comme l'honneur. Ouais, je pense pas. Alors bon, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, vraiment, lâchez-vous. Mais c'est vrai que moi je trouve ça intéressant du coup ce lien direct entre le statut d'être humain et la dignité, et du coup le fait qu'on considère que quelqu'un dans la rue... Le statut de la vie en fait. Oui, le statut de la vie, que quelqu'un qui est dans la rue soit... qu'on lui ait dérobé en fait cette dignité-là. Moi je trouve qu'il y aurait quelque chose à creuser là-dessus. Alors pas maintenant, hein, parce qu'on va faire du hors-sujet, mais si tu veux, moi aider quelqu'un à rétablir son honneur, j'en ai rien à faire. Ouais. Par contre, si je peux aider quelqu'un à rétablir un peu de dignité, en fait, j'ai l'impression que je participe à quelque chose lié à de la vie. Même pour les animaux, en fait, c'est ne pas laisser souffrir un animal, en fait, ou lui proposer des conditions décentes. Enfin, voilà, quoi, la litière de mon chat, elle est propre, elle a toujours de l'eau propre, elle a à manger, elle a un environnement sain, en fait, et je considère que c'est les basiques de dignité que je me dois de lui donner, en fait. Il y a un sens de responsabilité peut-être aussi par rapport aux autres individus, en fait, l'idée liée à la dignité, alors que l'honneur, c'est un petit peu, justement, l'estime de soi, l'estime des autres, l'estime que les autres nous portent. Pardon. Oui, c'est vrai qu'on est sur une dynamique différente, en fait, entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais, c'est différent, et je trouve que c'est comme si, en fait, c'était deux principes qui avaient vraiment deux vibes, enfin, ces deux principes qui ont deux vibes différentes. La dignité, je trouverais quelque chose de plus
Féminin dans l'énergie. Je dis bien dans l'énergie, parce qu'il y a quelque chose, je trouve, d'un peu plus doux, enfin, comment dire. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu plus connecté et moins agressif, parce que ça cherche pas à se mettre au-dessus, donc c'est pas compétitif. Il n'y a pas une personne qui est plus digne. C'est ça, et c'est pas rétabli par des duels. Voilà, c'est pas... je pense que tous les usages, on va dire, de « Ah, on a touché à ma dignité » et tout, enfin, voilà quoi, c'est... à part si on vous a enlevé votre maison, je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon terme, en fait. Oui, après, il y a pas mal d'amalgame aussi qui est fait, en fait, entre ces deux notions-là. Mais c'est vrai que, là, comme on a pu le voir, l'honneur, il relève d'autant plus du mythe que les conditions d'application de cet honneur et le contexte sont vraiment une sorte de... alors, c'est pas une programmation, c'est pas le mot que je cherche. Conditionnement peut-être, ouais. Tu vois, qui relève pas vraiment qui ne soutient pas vraiment le vivant, en fait, d'une certaine façon. Ben, c'est parce qu'il est social. Voilà. C'est parce qu'il est social et du coup les codes sociaux ils sont faits pour être contrôlants et te faire aller dans une certaine direction. Oui, mais il y a des codes sociaux qui soutiennent l'humanité en chacun de nous et d'autres non. Je suis pas sûre. J'ai pas d'exemple en tête, mais tant bien. Moi je suis pas sûre que justement les codes sociaux, bon peut-être qu'il y en a qui ont des conséquences qui soutiennent le vivant, mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des codes sociaux qui enlèvent ça, parce que moi je suis plus du parti que par exemple le fait de, mettons, si on part d'une psyché qui n'est pas traumatisée, en fait, ou des choses comme ça, on va dire que pour moi, entre guillemets, l'état de nature, c'est une personne qui est pas forcément... qui sent intrinsèquement que, blesser physiquement quelqu'un, c'est mal, en fait. Enfin, oui. Je suis rarement en colère, je suis encore plus rarement violente, mais à chaque fois, en fait, j'ai ressenti presque une pulsion intérieure qui me fait me sentir mal derrière, en fait. Parce que j'ai l'impression que ma psyché, peut-être c'est juste moi, et que du coup je suis dans ma bulle, mais j'ai l'impression que ma psyché, en fait, elle met une limite et qu'elle me dit waouh, là en fait t'es dans l'inversion de l'amour, en fait, et t'es pas dans la direction où tu devrais aller, même si c'était peut-être nécessaire pour d'autres parties de toi de faire état de cette violence ou de cet ego qui a pris le dessus parfois aussi, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une pulsion intérieure qui me dit ok, peut-être t'as gagné sur le moment, mais sur le long terme oui, t'as l'impression que t'as perdu des points de vie, enfin, pas des points de vie, mais presque, en fait. Ça me fait cette sensation là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est comment dire, c'est des notions qui peuvent être appropriées de façon personnelle, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que la société dans laquelle on vit, oui, c'est vrai que questionnable. Mais toutes les sociétés sont pas forcément comme ça, ou l'ont pas toujours été. Et après, c'est sûr que, en même temps, je veux dire, on est humain, donc être toujours Sainte Thérèse qui ressent pas de colère ou de choses comme ça, des fois, je trouve que la colère, elle a quelque chose de sain dans la mesure où elle permet d'affirmer certaines limites, en fait, qu'on n'a peut-être pas su affirmer par le passé. Donc moi, j'ai pas de problème trop avec cette émotion-là. Là où ça me pose problème, tu vois, c'est quand... on dérive totalement du truc. C'est quand... Oui, enfin, c'est quand même... Oui, il y a quand même un lien. C'est quand ça devient un outil d'oppression, en fait, répétitif et tout ça. Sachant que... c'est, comment dire, faut aussi se garder à l'esprit que, en tout cas, selon moi, on est ici sur cette terre pour expérimenter des émotions. Donc le but du jeu, c'est pas de pas les ressentir, en fait, tu les ressens et après t'essaies de t'en détacher un peu pour savoir qu'est-ce qu'elle vient de te délivrer, en fait. C'est pas toujours évident d'y penser dans le moment, on se l'accorde. Mais les émotions sont des messagères, et donc du coup, par rapport au sujet qu'on est en train de traiter là actuellement, je pense que la dignité, en fait, elle a quelque chose d'émotionnel, parce que du coup, elle déclenche un état émotionnel. Comment dire ? Moi, j'ai l'impression que ça me déclenche presque plus un état spirituel qu'un état émotionnel. En fait, je crois. La c'est pour ça que j'ai bugué dans ma tête, parce qu'en fait... C'est plus ça, et que l'honneur, justement, c'est une émotion parce qu'on est... Justement, quand l'honneur est dépassé, on se met en colère, en mode quoi, tu as osé bafouer mon honneur, quoi, tu as touché, tu as touché à ma femme. En fait, c'est comme si quoi, tu as dit que j'étais ça alors que je ne le suis pas, en fait.
c'est quelqu'un qui est pas du tout détaché. Ouais. Oui, mais en fait, c'est pour ça que si tu veux, j'ai bugué parce que pendant que je parlais, parce que je réfléchis en même temps, et du coup, je me suis dit, attends, il y a un truc qui cloche. Et en fait, c'est ça, c'est que si tu veux, l'honneur, ça va avoir attrait à l'ego, et la dignité sera plus l'âme, en fait, qui va. Ouais, c'est ça. Même si c'est le corps, des fois, qui peut être bafoué dans sa dignité, c'est l'âme que ça va affecter, en fait. Oui, c'est aussi. ça. Je pense que c'est ça que je trouvais dans la qualité intrinsèque, en fait. Ouais, tout à fait. À l'humain, au vivant, en fait. Parce que du coup, moi aussi, ça m'intéresse, mettons, de conserver la dignité des animaux, de conserver la dignité des plantes. Oui, voilà. des êtres vivants, quoi. Voilà, du vivant dans son ensemble, par exemple. Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis le genre de personne qui, dans les parcs, quand il y a des enfants qui tapent sur les arbres ou qui se balancent aux branches, par exemple, enfin, moi, je sais que je vais les voir, parce que je trouve ça juste... Bon, déjà, je ressens l'énergie de la plante qui se fait maltraiter, donc énergétiquement, c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, ça, on y croit ou pas. Mais juste, en fait, moi, au niveau de la dignité du vivant, enfin, je veux dire, on maltraite pas quelque chose de vivant, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que ça attrait vraiment à ça, c'est que le vivant avec un V majuscule, je pense qu'il vient avec une dignité intrinsèque. Ce qui fait que du coup, quand c'est bafoué, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé en quelque sorte. Oui, ou qu'il y a quelqu'un qui montre un irrespect du vivant, en fait. Je trouve que l'indignité, en fait, c'est l'irrespect du vivant, alors que le non-respect de l'honneur, c'est le non-respect de l'ego d'une autre personne. C'est ça, ouais, c'est clair. Un petit peu comme ça, ouais. Il y a vraiment de ça, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on pourrait limite faire un spin-off de ce podcast-là, où... en se posant la question, peut-être un peu plus philosophique pour le coup, de comment une société d'êtres humains pourrait vivre dans le respect total du vivant. Parce qu'en fait, pour moi, ça se mord la queue, dans le sens où la vie naît de la mort et la mort naît de la vie. C'est une équation qu'on ne peut pas changer dans la réalité dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, c'est une des lois principales. Ce qui fait que du coup, même si on veut respecter le vivant, y a toujours un moment donné où il faut qu'on tue ce vivant, en fait. Même les plantes, je veux dire, qu'on soit vegan ou pas, il y a de la mort quelque part sur le chemin, en fait. Oui, mais justement, il y a ce côté de dignité, en fait, qui est intéressant, parce que, par exemple, en dehors de l'accessibilité, par exemple, je trouve qu'il y a pour moi, je sens une différence, mettons, de dignité, dans le fait de, mettons, acheter du sucre équitable, par exemple, par rapport à acheter le même sucre, même bio, enfin, pas bio parce qu'il y a peut-être des normes et tout, mais par exemple, je trouve que je conserve mieux ma dignité avec un sucre équitable qu'en ayant un sucre lambda récolté par des enfants. En fait, par exemple, pour moi, ça fait partie des petites choses... Des choses comme ça, en fait, par rapport au respect du vivant. Et peut-être que ta question, en fait, au final, elle est assez simple, parce que je trouve qu'une société, déjà, qui se détache du patriarcat et, mettons, du consumérisme, en fait, et du capitalisme, intrinsèquement, qui sont patriarcat et capitalisme étant quand même assez liés, déjà, on se retrouve, on est quelque chose de beaucoup plus proche de la dignité, en fait, où on va pas... on va pas faire travailler ces enfants-là et on va les laisser avoir une vie émotionnelle et psychologique, par exemple. Donc on va maintenir la dignité. On va peut-être avoir moins de sucre, mais c'est pas forcément en même temps, très grave. On peut se passer de sucre aussi. Notre métabolisme à la base n'est pas fait pour manger autant de sucre. C'est un autre débat. L'histoire du sucre, c'est un autre débat aussi. C'est un autre débat. Le colonialisme, tu veux dire? Voilà quoi. Donc il y a plein de choses comme ça. Je me dis, s'il faut même, enfin. Si je poussais même un petit peu, je pourrais me poser la question sur est-ce que c'est vraiment digne de consommer du sucre de canne dans l'absolu. Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'on pourrait se poser et pousser, en fait. Mais on va pas le faire aujourd'hui. Mais voilà, très, très intéressant, quoi. Voilà, donc vous voyez à quel point l'honneur peut ramifier sur plein de discussions. N'hésitez pas aussi à nous dire pour vous quelle était votre vision de l'honneur avant d'écouter ce podcast, quelle est votre vision après l'avoir écouté, du coup. Peut-être que ça a changé votre vision, dans un sens ou dans l'autre, qu'importe. Mais voilà, donc c'était intéressant, je trouvais, effectivement, à l'initiative de Charlotte, pour le coup, d'aborder l'honneur sous cet angle de mythe, parce qu'effectivement, c'en est un. Globalement, voilà, c'en est un, et la preuve, on l'associe directement à cet héritage chevaleresque ou patriarcal, justement, parce que mythe, quoi. Voilà.
Bah moi je suis contente parce que je suis pas trop vénère. Oui, c'est vrai, ça aurait pu partir plus sur justement de la colère, tu vois. Oui, bah parce que je sens mes limites bafouées tout simplement. Oui. Et je le reconnais et justement. Il y a juste titre. Voilà. J'ai régulé mes émotions, je suis contente. Clap clap. Lâchez des pouces pour Charlotte qui a pas coupé des têtes. Big up mes émotions régulées. C'est ça. Bon, est-ce que tu as des derniers mots à donner à nos auditeurs et nos auditrices ? Moi c'est bon, j'ai dit ce que je pense que ma position elle est assez claire. Et je suis contente qu'on ait parlé de l'aspect mythe aussi parce que je le trouve intéressant et de toute façon intrinsèquement constructeur au sens où on a besoin de mythes aussi pour se construire, pour proposer aussi des idéaux. Et justement en fait là où peut-être effectivement on peut toujours réfléchir à cette distinction entre dignité et honneur, mais peut-être pour une personne qui se dirait ah mais moi mon sens de l'honneur il n'est pas comme ça, j'espère que peut-être ça peut inviter à au moins remettre en considération déjà l'histoire du concept d'honneur, tout à fait, et de voir par quoi peut-être le remplacer, ou si justement en fait cet honneur dont on est très attaché à un niveau personnel ou de personnalité, est-ce que justement il est pas mal placé parfois en fait, oui, voir où il se situe, voilà, peut-être ce check en fait, et voir et de se dire, parce que moi aussi je vois des fois à des endroits que ça rejaillit mais que c'est on va dire que c'est un bel emballage de l'ego en fait, qui essaie de faire patte blanche là où il peut en disant non c'est pas moi, regardez c'est un principe moral très important. Voilà, alors qu'en fait c'est très subjectif, et surtout ne pas appliquer la notion d'honneur à un niveau collectif en fait, parce que c'est intrinsèquement individuel, subjectif, même s'il y a des parts culturelles. Voilà, tout à fait. Ma foi, on est pas mal sur ces mots de la fin. Ouais, et toi ? Moi, effectivement, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, ça serait un petit peu plus peut-être le focus sur le mythe, c'est qu'effectivement, on a besoin de mythes pour se construire, et de pas non plus se battre la couple parce qu'à un moment donné, on a perçu l'honneur de telle ou telle façon, ou parce que c'est l'ego qui a parlé, je veux dire... amener un petit peu de douceur par rapport à ça, parce que c'est déjà un héritage assez violent en soi, mais je pense que ça sert à rien de se rajouter de la violence à soi en plus, sachant que l'ego à la base il n'est pas vraiment méchant en fait. L'ego à la base c'est un outil qui est devenu surutilisé, qui est devenu un tyran au sein de notre civilisation, et du coup par définition capillarité de nous-mêmes. Et du coup, l'ego a été élevé au rang de dirigeant alors qu'on lui a rien, alors que non. C'est censé être plus un bouclier plutôt qu'une épée, quoi. Enfin, d'ailleurs, ça fait plus limite plus bouclier d'ailleurs dans sa fonction, mais bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire que l'ego c'est agréable parce qu'on a raison. Ça c'est clair. Voilà. Ça c'est sûr qu'il y a clairement de l'ego là-dedans. Merci de tenir ma tête comme vraiment. Mais c'est que en fait, ce que je veux dire, c'est que même si là voilà, on a eu des propos tranchés, c'est pas des jugements de valeur, c'est pas, chacun a droit à sa pensée, sa réflexion, son cheminement. Je respecte tous les kinks. Voilà, on respecte les kinks, franchement, chacun son truc. Mais voilà. Oui. Je veux dire, vous avez le droit de continuer à kiffer les chevaliers et tout ça, mais on voulait juste apporter un petit peu de nuances. Voilà, mon podcast, il est là pour ça, apporter des nuances avec un peu de culture générale et aussi des expériences personnelles. On vous transmet tout ça. Après, c'est à vous, en tant que personne autonome et intellectuelle et responsable, de vous l'approprier en fait un petit peu à votre sauce. Vous en prenez, vous en tirez ce dont vous avez besoin. Et voilà, écoutez, sur ce, vous pouvez retrouver Charlotte sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram Dreamcore Station. Dreamcore Station. Vous avez tout en barre de description une fois encore. Moi, comme d'habitude, vous pouvez me trouver nulle part ailleurs pour l'instant que sur cette chaîne YouTube. Donc, sur ma chaîne aussi, parce que du coup, tu as participé au premier épisode sur un livre qu'on a un peu démonté. Oui, ne l'achetez pas. C'est vraiment très intéressant. Si, achetez-le. Allez voir. Allez voir, et du coup, le prochain épisode ensemble sera soft. Voilà, et fun, un peu plus fun, un peu plus cute. Voilà, trip down memory lane, un petit peu. Très cancer. Voilà, donc vous pouvez me retrouver pour l'instant sur ces deux trucs-là. Et puis, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve dans le prochain épisode de l'Authentique Podcast. Bisous, bisous. Bye.